Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. À la une ce soir, scrutin présidentiel attendu au Nigeria. Pouvoir et opposition sont en ordre de bataille pour la présidentielle de février 2019. Élection qui devrait mettre face à face le président sortant Muhammadu Buhari, candidat à un second mandat, et l'ancien vice-président Atiku Abubakar, candidat du Parti démocratique du peuple. Et coup d'envoi ce jeudi de la campagne électorale en République démocratique du Congo. 21 candidats sont en lice pour la présidentielle. Un scrutin sous haute tension avec des divisions autour de la machine à voter et du fichier électoral. Des élections transparentes et crédibles sont-elles possibles en République démocratique du Congo le 23 décembre prochain? On en débat dans la deuxième partie de cette émission. Les meurtres rituels d'albinos. Certains pays africains connaissent actuellement une recrudescence des attaques contre cette frange de la population. Des violences qui s'apparentent à une véritable chasse à l'homme. Contre ces crimes, une voix s'élève, celle du chanteur malien Salif Keïta, l'un des plus grands, des plus engagés autour de la cause des personnes atteintes d'albinisme. Salif Keïta qui, lors d'un concert à Fana, a rendu un vibrant hommage à Ramata Diarra, petite fille assassinée au Mali au mois de mai parce qu'albinos. Et pour en parler avec moi ce soir, Madame Sadio Morel-Kanté. Bonsoir. Bonsoir Zénab. Bonsoir, vous êtes journaliste et préfacière. À mes côtés également, Monsieur Luc Banmek. Bonsoir. Bonsoir Madame. Vous êtes stratégiste des investissements. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Et sans plus tarder, notre premier sujet. Les Nigérians sont attendus aux urnes le 16 février 2019 pour l'élection présidentielle. Au total, ce sont 78 candidats qui sont en lice pour ce scrutin. Mais pour les observateurs de la vie politique nigériane, le vrai duel se jouera entre Atiku Abubakar, l'ancien vice-président sous la bannière du Parti démocratique populaire, et l'actuel président Muhammadu Buhari, candidat à sa propre succession. Ange Béjeu, Nomenio. L'un a été vice-président du pays, l'autre est l'actuel chef de l'État qui a décidé de se représenter. En février 2019, le président Buhari, candidat à sa propre succession, fera face à Atiku Abubakar, ancien vice-président et candidat du Parti démocratique du peuple. Un scrutin qui s'annonce d'ores et déjà très tendu. C'est vrai que les élections prochaines au Nigeria sont très importantes pour toute la sous-région ouest africaine, étant donné le poids qu'ils représentent ces pays dans l'échiquier sous-régional, aussi bien au niveau politique qu'au niveau économique surtout. Et cette fois-ci, effectivement, on est en face d'une espèce d'équilibre des forces à peu près entre les deux grands candidats. Les élections législatives se tiendront également à cette même période. La communauté internationale a annoncé qu'elle va surveiller de près le processus électoral pour s'assurer qu'il mènera à des élections libres, justes, transparentes et pacifiques. Les enjeux réels sont que le président Buhari devrait faire état d'un bilan satisfaisant au niveau de sa gestion depuis les 4 années qu'il a passé à la tête de l'État du Nigeria. Malheureusement, il a passé beaucoup de temps à se battre contre la maladie, donc il n'a pas vraiment pu convaincre dans le domaine dans lequel il était vraiment attendu, à savoir la lutte contre la corruption. En ce qui concerne Atiku Abubakar, il a l'avantage d'être un candidat neuf parce qu'il n'a pas encore été vraiment en poste. Peu de différences idéologiques opposent les deux partis rivaux. Les principaux enjeux vont donc se cristalliser autour de l'économie dans un pays qui peine à sortir d'une grave récession, du chômage et de l'insécurité. Alors on connaît depuis quelques semaines maintenant les deux grands candidats qui s'affronteront à la présidentielle de février 2019. Muhammadu Buhari, le président sortant qui représentera les couleurs de la PCI. Il fera donc face à Atiku Abubakar qui lui est candidat du PDP. Alors on sait que Atiku Abubakar s'est présenté déjà à plusieurs reprises déjà aux élections présidentielles. Est-ce qu'il est véritablement le mieux placé pour représenter cette opposition? D'abord, ce qui me frappe de plus en plus sur le continent, c'est l'âge des candidats. Ces deux-là qui vont s'affronter, le sortant et son challenger, ont plus de 70 ans. Un à 71 ans, je crois, Buhari le sortant, et Atiku en a 75. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que cette léthargie de la jeunesse qui ne veut plus se lancer véritablement en premier. On l'a vu aussi au Mali avec Ibeka qui a pris des trentenaires
pour l'accompagner à sa présidence. Il a aussi plus de 70 ans. Bon, là, pour le cas du Nigeria, pour revenir dans le sujet, c'est que de ces deux candidats-là, si Atiku, par rapport à Atiku, il a été plusieurs fois candidat, plusieurs fois mis à côté. Par rapport à sa trop grande richesse, il a été fiché, mais juridiquement, personne n'a jamais pu le coincer parce que peut-être ça manque de preuves ou on n'a pas vraiment, ou on n'est pas vraiment. Ça a plus été avec lui un problème d'écartement politique plutôt que d'action juridique. Sincère à mener à son encontre. C'est vrai, il n'a pas de bilan à présenter. Il va économiquement, il a fait des propositions économiques qui le mettront certainement en avance dans l'estime de ses compatriotes par rapport à Buhari, qui n'a pas pu du tout contrôler la corruption dont il avait fait de son mandat le cheval de bataille. Donc, l'avantage sera plus à Atiku Abubakar, mais aussi il faut se dire que nous, Africains, aimons quelquefois aussi des présidents très laxistes, c'est-à-dire ceux qui ont le regard un peu enclin aux affaires du pays pour permettre aux autres de faire leurs petits magouilles, leur petite mafia et tout ça. Et ça se jouera certainement à coude, mais plus à l'avantage de Atiku que de Buhari. Luc Benmek. Oui, effectivement, M. Buhari, effectivement, avant d'arriver au pouvoir, disait qu'il va combattre la corruption. D'ailleurs, en 2018, beaucoup de gens ne le savent pas, c'est M. Union africaine. C'est l'année de la lutte contre la corruption au niveau de l'Union africaine. Et c'est lui, le monsieur, lutte contre la corruption au niveau de l'Union africaine. Donc, moi, je pense qu'il obéit aussi au fait que vous savez qu'il y a un accord tacite entre les Nigérians qui dit qu'il faut 2 mandats pour les gens du Nord et 2 mandats pour les gens du Sud. Buhari a déjà fait un mandat, donc il peut également faire un 2e mandat. Et n'oublions pas qu'Atiku est un transfuge de l'APC. Il vient de l'APC, il est parti vers le PDP. Donc, en se disant, parce qu'il trouvait que Buhari était trop autoritaire, ne laisse pas la place aux autres. Donc, il a rejoint un peu pour l'idée, un peu le PDP. Donc, je pense que le Nigeria, d'ailleurs, ce que Buhari a dit lorsqu'il était en Chine, que l'élection sera transparente, parce qu'il est venu avec la transparence et l'élection sera transparente. Donc, je pense qu'il y a aussi la jeunesse qui se dégage. Il y a un jeune, puisqu'il a fait voter une loi, qui a ramené l'âge de 40 ans à 35 ans. Donc il y a un jeune de 35 ans. Je pense que l'avenir permettra peut-être dans la vie de voir plusieurs jeunes. Sadio Morel-Kanté, vous émettez, vous, quelques doutes. Hein. Oui, non, parce que élection, transparence, quand c'est déjà à chaque fois émaillé par la violence et que cette violence est accrue par en plus la présence de Boko Haram qu'il faut combattre, ça fait beaucoup de choses qui ne permettront pas la tenue, en tout cas, d'élections paisibles. En tout cas, en termes de paisibilité, je ne pense pas qu'ils pourront avoir contrôlé tous les outils pour qu'il y ait élection paisible. Transparence, certainement. Tous les candidats le jurent. Mais les achats de vote, n'oubliez pas que à cause des achats de vote précédents, la communauté internationale a décidé justement d'avoir l'œil sur cette élection-là précisément pour éviter les achats de conscience, les bourrages d'urnes et que aussi qu'il y ait moins de violence parce que ce pays est à la politique très violente. Donc voilà un peu. Quant à la génération précédente, il faudrait que les jeunes arrivent à se frayer un chemin entre la presque 80aine de candidats. Et ça se joue aussi avec beaucoup d'influence, beaucoup d'argent, beaucoup de notoriété. Le temps que les jeunes puissent s'installer dans ce faisceau-là, il y aura beaucoup de septagénaires qui se seront succédés à la tête du Nigeria, je crois. Alors, vous avez tout à l'heure tous les deux évoqué le bilan plutôt mitigé du président Muhammadu Buhari, notamment sur le plan de la corruption. Mais est-ce que quand même, depuis 2015, on ne peut pas dire que le Nigeria est passé de l'impunité au fait que maintenant, il faut rendre des comptes. On sait que, par exemple, le Nigeria est quand même parvenu, depuis 2015, à récupérer 17 milliards de naira issus de la corruption. Donc, est-ce que sur ce point, le président Buhari ne peut pas tabler sur ces quelques timides, enfin, en tout cas sur ces quelques résultats, mais malgré le fait qu'il soit plutôt timide, Sadio? Alors, parce que si c'était sur tous les Nigérians de toute obédience, oui, on aurait pu le croire. Mais cette lutte, cette chasse à l'homme
n'a été faite que sur des hommes politiques. Donc, est-ce qu'il y a une crédibilité réelle à cette lutte contre la corruption, où on a pu, oui, engranger de l'argent, il y a eu des corrompus, oui, avérés, parce que la justice le décide. Donc on se dit que c'est ça. Mais est-ce qu'il fallait seulement le limiter aux hommes politiques? Il y a aussi des citoyens lambda. Le Nigeria est quand même un pays où il y a beaucoup d'hommes d'affaires, très riches, et souvent rendus riches de façon douteuse. Est-ce que pourquoi on n'a pas étendu cette lutte contre la corruption à toutes les couches de la société, pour qu'on on se dise qu'il y avait vraiment, réellement une volonté politique juste à combattre la corruption. Mais là, on reste sur la fin parce que voilà, ça n'a pas été large. Luc. Moi, je pense que M. Boiry a quand même deux résultats à son compte. D'abord, il a pu contenir Boko Haram, parce que Boko Haram, ce n'était pas facile, qui occupait toute la partie nord jusqu'au Cameroun, mais il a réussi à contenir Boko Haram. Pour la corruption, effectivement, beaucoup de Nigérians disent que bon, il a fait un peu la chasse à l'homme, c'est-à-dire il a voulu combattre ses concurrents. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle M. Atiku est passé de l'APC au PDP. Moi, je pense que, bon, malgré que des résultats soient timides, il y a aussi sa maladie. Il était malade pendant une période, je crois pendant 6 mois. Il était hospitalisé à Londres. Donc, il faut en tenir compte. Il n'avait pas toutes ses capacités. Il pense que dans la deuxième phase, il pourra faire mieux. Sadio Morel, quand même aussi sur le bilan sécuritaire, il disait qu'il allait parvenir à la fin de son mandat à éradiquer Boko Haram. Il n'en est rien. Non, Boko Haram est devenue une nébuleuse. C'est vrai qu'aujourd'hui, le plus dur se trouve au Niger, au Cameroun ou au Tchad, mais le foyer central reste quand même le Nigeria, où, voilà, les pratiques s'étendent. Il y a des ramifications dans les autres pays, mais le cœur de Boko Haram, dans cette partie du monde, de l'Afrique, reste le Nigeria, avec des ramifications plus au nord encore, au Tchad, non, au Nigeria, au Niger voisin, et au Mali, au Burkina. Donc, prétendre combattre Boko Haram, comme ça, on peut l'affaiblir, parce qu'il a pu disperser les grandes têtes, surtout que depuis qu'on n'a pratiquement plus les nouvelles de celui qui était leur chef, donné pour mort, vivant, mort, ressuscité et mourant, c'est vrai que le mouvement s'est essoufflé. Mais est-ce que c'est pour autant dire, est-ce qu'il faut pour autant le mettre dans le compte de Boiry, plutôt que du mouvement qui n'arrivait plus à se focaliser à cause du leadership et de la perte de leur chef, supposé ou réel, hein, parce que le chef, on le voit tantôt, on ne le voit pas, peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il est réellement mort, on n'en sait vraiment rien, mais je crois que c'est plutôt par affaiblissement structurel lié à l'organisation interne de Boko Haram au Nigeria, plutôt que par efficacité de Boiry ou de l'État nigérien, qui avait face quand même à une nébuleuse. C'était plus une structure où on pouvait contrôler qui était la tête hiérarchique, et parce qu'il y avait aussi une sorte de guérilla, donc des gens qui pouvaient surgir de nulle part, mener des actions isolées ou communes ou en petits groupes, et ça rendait difficile de les cerner pour pouvoir réellement les combattre. Donc là, sur ce point de vue, ça reste très mitigé aussi. Luc Banmec. Oui, mais moi je pense que, bon, on ne peut pas dire que le bilan est quand même globalement positif pour moi, parce que M. Boiry, avant son arrivée au pouvoir, Boko Haram était vraiment solide. Hein. Les attentats à Abuja, un peu partout, le nord était occupé. Vous vous souvenez des jeunes filles qu'on a enlevées. Et lorsqu'il est arrivé, il a sérieusement lutté contre la corruption qui gangrénait l'armée, puisqu'il a mis plusieurs responsables de l'armée en prison. Et moi, je pense que c'est vrai que l'objectif n'a pas été atteint en éradiquant complètement Boko Haram, mais il a quand même permis de contenir l'avancée de Boko Haram, qui était sérieusement engagé dans plusieurs fronts. Moi, je pense que c'est... Alors, pour revenir quand même un petit peu à Atiku Abubakar, vous l'avez dit tout à l'heure, il a plusieurs fois quitté, puis revenu au sein du parti. On ne peut pas véritablement dire que ce soit une partie ancrée au sein du PDP. Est-ce que cela ne risque pas de lui jouer des tours ou de nuire à son élection? Oui, mais la première fois qu'il est parti, il faut dire que c'était beaucoup plus contre le second Obasanjo, qui voulait modifier sa constitution pour se représenter. Il s'est mis contre, et beaucoup de gens de parti.
Après, suite à cela, il y a eu une chasse programmée contre lui que le parti n'a pas acceptée. Il a même failli être destitué premier vice-président et que le parti et la justice n'ont pas suivi. Donc, il a eu une certaine constance quant à la ligne politique qui était basée sur les idéaux du parti, maintenir donc l'ordre constitutionnel par rapport à Olusegun Obasanjo, qui était devenu son principal ennemi au sein du parti. Et plus tard, c'est vrai qu'il s'est présenté plusieurs fois battu. Peut-être que cette fois-ci, avec la fragilité Donc du bilan du président Mamadou Bouhari. Oui, bilan économique et bilan sanitaire aussi, parce que quand un chef d'État disparaît comme ça 6 mois, ça fragilise quand même l'État, parce que la présence est une force, la présence d'un chef d'État dans le pays redonne une certaine sécurité et assurance aux populations. Sinon, les gens, à un moment, il y avait un flottement, on ne savait pas qu'est-ce qu'allait devenir le Nigeria. Il y a eu même des inflations, du yo-yo sur le cours de l'or, du naira par rapport à son absence et tout ça. Donc ça participe de la fragilisation de son bilan. Des choses sur lesquelles, bien sûr, le challenger pourra surfer. Luc Bemeke, est-ce que tous les deux vous êtes d'accord que les jeux sont faits? Il y a 78 candidats, c'est énorme bien évidemment, mais alors selon les analystes, le véritable duel va se faire entre le président sortant Mamadou Bouhari et donc l'ancien vice-président Atiku Abubakar. Évidemment, parce que c'est les gros poids lourds, ils ont les moyens, ils ont la machine, donc ils ont une petite différence idéologique. Il n'y a même pas de différence idéologique entre les deux. Il n'y a vraiment pas de différence idéologique puisqu'ils ont appartenu au même parti. La seule différence, c'est que Bouhari, il est sortant. Bon, effectivement, il a un petit, disons, handicap en tant que sortant. On a toujours un petit... Voilà, donc moi, je pense que ce sera serré. Et pourquoi pas, bon, Atiku peut très bien gagner. Moi, je pense, il n'y a pas... Moi, je pense que c'est entre les deux. Les autres ne sont que, pour moi, des figurants. Moi. Donc, une élection sans véritable enjeu, Sadio Kanté Morel? Oui et non, parce que, comment on appelle, même si le bilan de Bouhari est un désavantage pour lui, il reste qu'il est celui dont le parti organise les élections. Et en Afrique, on sait ce que ça veut dire. Donc on a la même mise, on a le contrôle sur la machine électorale. Et on peut facilement, beaucoup plus facilement, utiliser les moyens de l'État pour rester, se maintenir ou s'imposer. Donc il a cet avantage sur son challenger qui, évidemment, oui, je pense que par rapport à sa durée en politique, oui, ça sera certainement lui. Bien sûr, un jeune pourra toujours émerger pendant qu'on ne s'y attend pas, mais pour l'heure, on va miser sur ces deux-là, sur ces deux poids lourds de la politique du Nigeria, pour voir qui sera le véritable mastodonte. L'un écrasera certainement l'autre et on verra s'il n'y a pas un troisième larron qui surgit de quelque part. Bien sûr. On continue bien sûr de suivre la campagne et puis bien sûr en février, donc cette élection présidentielle. Merci à tous les deux pour ce décryptage. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.